Pour moi, Bienvenue à c'est bon. tous. Voilà. Bon, Merci. voilà, bienvenue Daliborka Milanovic. On est ravis de t'accueillir sur ce Facebook Live, sur cette rencontre où nous profitons du confinement pour proposer d'autres activités que regarder des choses en streaming inintéressantes ou qui font passer le temps. Là, au contraire, on regarde des choses, on discute, on peut échanger euh, avec des personnes qui vont peut-être nous permettre de créer le monde d'après le confinement et un monde qui ne sera peut-être pas confiné, pas enfermé. Alors, Daliborka, tu as de multiples casquettes. C'est assez difficile de te présenter parce que tu as beaucoup de cordes à ton arc. Tu es philosophe, tu as fait des études de philosophie en tout cas. Tu es journaliste, tu as travaillé pour un magazine qui s'appelle Grandir Autrement et je pense que tu écris encore pour eux de temps en temps, pour ce journal non plus, d'accord. Non, je Euh, n'écris plus depuis 2018. d'accord. Pour eux, en tout cas. Pour eux, voilà. Mais tu écris sur ton blog qui s'appelle Le Gai Savoir, et on en parlera après peut-être, on montrera aussi le lien. Et surtout, tu es éditrice des éditions Le Être Myriadis, dont je suis un lecteur fidèle. Là, j'ai ressorti une partie des bouquins que j'ai. Alors, je montre un petit papier de ce que j'ai, et c'est qu'une petite partie de tout ce que tu édites. Parce que pour moi, tu as une maison d'édition d'une grande qualité. On trouve des ouvrages rares, avec une ligne éditoriale qui est vraiment intéressante et qui rentre dans l'idée d'aborder l'enfance autrement que par des mesures autoritaires, du contrôle, etc., de la domination. Voilà. Oui. Donc j'ai essayé de te présenter, je pense que je t'ai présenté de manière assez sommaire et réductrice parce que tout ton savoir est assez impressionnant, ta qualité d'écriture quand tu publies sur ton blog est très agréable à lire. Et donc là, on va t'inviter à nous parler euh, des questions de maltraitance des enfants, mais aussi de comment on peut faire autrement, euh, et puis de comment concevoir d'autres relations avec les enfants, mais pas seulement, c'est pas juste des trucs ou des astuces, c'est réfléchir à ce qui est en train de se passer collectivement par rapport à ça. Voilà. Et Ophélie, si tu veux ajouter quelque chose. Oui, parler d'un changement de paradigme, comment finalement la volonté que vous avez avec ces éditions myriadistes de vouloir faire changer les choses et ce changement de paradigme, que ce soit envers les enfants, dans l'éducation, mais plus généralement sociétal. Peut-être on peut commencer par ça, genre qu'est-ce qui vous est, quel a été le déclic, cette envie de créer ces éditions? Mais bon, moi d'abord, j'ai un rapport au livre qui est très intime. J'ai beaucoup cherché de réponses dans les livres parce que je les trouvais pas forcément dans la vie. Mais je mets des guillemets à la vie parce que c'était la vie qu'on me proposait, hein, donc l'école et tout le parcours complètement balisé qu'on offrait aux enfants. Donc, j'ai cherché dans les livres beaucoup de choses évidemment et je lisais beaucoup en anglais parce que je trouvais beaucoup plus de choses avant-gardistes en langue anglaise qu'en langue française. En tout cas à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation et à la parentalité, la maternité en particulier. Et j'ai eu très envie de mettre à la disposition du lectorat français tous ces ouvrages que je trouvais exceptionnels euh, et qui n'étaient pas, enfin qui proposaient, qui présentaient des idées qui n'étaient pas habituelles en France. Voilà, donc ça a commencé comme ça. L'aventure a commencé en 2009. J'avais eu une petite aventure éditoriale auparavant, à partir de l'année 2007. Avec mes camarades des éditions L'Instant Présent, que vous connaissez sans doute, puisque elle aussi publie des ouvrages très très chouettes sur l'éducation et la parentalité et l'enfance libre, les apprentissages. Et finalement, donc, après cette petite aventure-là, j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition avec une
camarades qui avaient toutes sortes de compétences très intéressantes pour l'édition. Voilà. Donc on a démarré par la traduction d'un ouvrage de James Sacré, qui est une personne, un sociologue qui a travaillé à l'OMS pendant une trentaine d'années, et c'était un ouvrage sur l'allaitement. Voilà. Donc mes premiers centres d'intérêt, comment dire, les premières thématiques qui m'ont attirée dans l'éducation, évidemment, c'était celles qui étaient liées au maternage. Donc l'allaitement, alors la grossesse, la naissance, puis l'allaitement, le maternage, le cododo, le portage et toutes ces choses-là. C'était vraiment les premières thématiques qui m'ont intéressée. Donc les premiers ouvrages qu'on a publiés sont des ouvrages sur l'allaitement, sur le maternage, et après petit à petit, donc sur la naissance, et petit à petit on a élargi parce qu'évidemment toutes ces thématiques-là étaient en lien les unes avec les autres. Et voilà. On a une auditrice qui demande si vous pouvez préciser rapidement les auteurs anglophones qui vous ont inspiré. Dans les bon, d'abord j'avais lu le concept du continuum de Jean Lindelof qui n'existait pas en français à l'époque où je l'ai lu et qui finalement était traduit par les éditions Ambre en 2005, je crois. Ouais. Alors, j'ai le Mais bouquin il dans y ma avait par bibliothèque, exemple, mais je peux pas aller vous le chercher tout de suite là. Mais vous pourrez chercher Jean Lindelof, le concept du continuum. Hein. Je pense que c'est une lecture fondamentale pour moi, une lecture fondamentale. Je suis sûre que c'est le concept du continuum, et au fondement même de la philosophie de l'écoparentalité. Voilà. Il y a d'autres ouvrages qui ont été traduits entre temps et on a fait mieux depuis, hein, ou en tout cas plus à jour, comme The Science of Parenting, qui a été traduit sous le titre une enfance heureuse, des enfants heureux, je ne me rappelle plus très bien. C'était Pearson, les éditions Pearson. Grâce à la Lecce League, quand même, j'avais accès à toutes ces ressources documentaires. La Lecce League a une bibliothèque très fournie pour les animatrices, où on pouvait emprunter des ouvrages et elles avaient, enfin, dans cette bibliothèque-là, on pouvait trouver tous les fondamentaux, hein, Alice Miller, Montessori, toutes ces choses-là qui ont contribué à forger ma culture de l'éducation. J'ai pas de titres en tête là qui me viennent, hein, mais beaucoup de ces ouvrages où ont été traduits entre temps par nous-mêmes ou par d'autres personnes, où ont été dépassés, on va dire, par des livres plus à jour ou que sais-je. Voilà. Je suis désolée là tout de suite. Voilà. À part le concept du continuum qui me revient, j'ai pas d'autres exemples tout de suite là. C'est pas facile de mobiliser. Voilà. On invite les auditeurs à se rendre chez le libraire pour aller, une fois le confinement passé, pour aller chercher tous les livres. Mais on peut m'écrire Oui, on peut m'écrire en perso. Je précise parce que au sein de mon groupe de doula, ça fait partie de ces facettes dont tu n'as pas parlé, Jean-Guillaume. Oui, je crois que vous m'avez bien plaqué. Hein. Je vais pas détailler un petit peu, je vais pas détailler tout ça, mais on a tendance à m'appeler la bibliothèque ambulante, enfin voilà, parce que s'il y a une ressource à trouver, voilà, si on a besoin d'avoir des ressources documentaires, elles s'adressent à moi en général, un bouquin sur ça, voilà, Alors, je suis un peu une encyclopédie des ressources bibliographiques et documentaires sur le sujet. Alors justement, tu as une vue d'ensemble de ce qui se fait aujourd'hui dans l'accompagnement des parents qui cherchent à faire toi ce que tu as conceptualisé sous le terme d'éco-parentalité. Il y a un ensemble de connaissances, de pratiques, de façons d'accompagner les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as voulu dire, voulu mettre à jour, mettre en forme? Alors, le terme écoparentalité est un terme pratique pour désigner un ensemble d'attitudes, de pratiques et de conception des rapports
intrafamiliaux, des conceptions de l'enfant, de l'humain en général et des rapports intrafamiliaux, euh, dont j'ai moi éprouvé la nécessité parce que je ne trouvais aucun terme satisfaisant pour désigner toutes ces pratiques éco-parentes, enfin, pardon, puriculturelles et éducatives, euh, qui a beaucoup apparaissaient comme hétérogènes, sans lien les unes avec les autres, alors qu'en réalité, alors non seulement moi je percevais un lien de nature, que c'était encore imprécis au départ, mais surtout je constatais bien que les personnes qui adoptaient, enfin, qui adoptait certaines pratiques comme l'allaitement, adoptait aussi le sommeil partagé, adoptait aussi le portage. Bref, il y avait plein de choses qui allaient ensemble, hein, et de manière quasi spontanée, naturelle, sans se poser la question. Voilà, pourquoi on veut allaiter? Parce qu'on veut de ce genre de rapport avec son enfant. Et l'allaitement, ce n'est qu'une modalité qui est fondamentale, certes, mais liée à la période primale, donc aux 3 premières années, grosso modo, même si on peut allaiter plus longtemps que ça, mais disons que je situe la période primale pendant les 3 premières années. Enfin, pas moi, hein, je suis pas la seule à parler de période primale pour cette période-là. Euh, et c'est la modalité, enfin la modalité principale des liens entre mère en tout cas et enfant, l'allaitement à ce moment-là. Mais après il y en a d'autres. Et l'allaitement, le portage, le cododo, ont en commun un type de lien qui est un lien euh, dans le corps à corps, hein, c'est primordial, dans la continuité et euh, c'est un lien écologique au sens où le rapport immédiat empêche des ruptures qui vont devoir à un moment donné être rafistolées, soignées. Voilà. Je sais plus trop où j'en étais, mais en tout cas, quand j'ai observé toutes ces pratiques-là, j'ai souhaité trouver un terme unifiant et voir quel était le lien entre chacune d'elles. Et c'est cette notion de relation écologique qui m'est apparue comme unifiante et qui propose un fil directeur entre toutes ces pratiques-là. Voilà. Donc, et ça, c'est la ligne éditoriale de ta maison d'édition, du Être Myriadis, ou est-ce que c'est... Ça s'est construit petit à petit, c'est-à-dire que j'ai fait les choses aussi en fonction de où j'en étais et comment j'avançais moi-même. Donc oui, j'ai voulu parler d'allaitement, j'ai voulu parler de grossesse et de naissance physiologique, j'ai voulu parler de choses dont on ne parle pas habituellement parce que dans le monde dans lequel on vit, la naissance, ça se passe à l'hôpital, entouré de toutes sortes de machines. L'éducation, c'est forcément. Voilà, c'est le biberon, la crèche, l'école. Le parcours est balisé, je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, j'avais pas envie de ça. Enfin, vraiment, j'avais pas envie de ça. Et du coup, j'ai commencé à explorer d'autres façons d'être avec mes enfants. C'est comme ça que j'ai découvert l'allaitement. Alors d'abord la naissance, la naissance libre, ce que j'appelle la naissance libre. J'ai accouché à la maison. Pour un de mes enfants. Bon, j'ai pas pu le faire pour tous, mais en tout cas, voilà, à partir du moment où la réflexion a été enclenchée, j'ai décidé de le faire. Et puis l'allaitement, le portage, et puis après, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'ai besoin, enfin, est-ce que c'est une bonne idée de les inscrire à l'école, et etc., etc. Et donc, petit à petit, c'est devenu l'éditeur de l'écoparentalité puisque nous abordions toutes les thématiques, voilà, que je viens de détailler. Vas-y, Ophélie. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça change finalement fondamentalement d'avoir cette posture dans la relation à l'autre, que ce soit à l'enfant, à l'individu? Qu'est-ce que ça change? Je ne sais pas.
comment Moi, vous... ça me convient. Oui, Je sais pas comment répondre à cette question. Qu'est-ce que ça change? Ça change tellement, ça a tellement rien à voir. Quand je regarde des gens, voilà, qui ont adopté les stratégies traditionnelles, classiques d'éducation, c'est tellement à des années-lumière. Enfin, la conception de l'enfant, de la relation humaine, des buts d'une société, des buts d'une éducation, puis des buts d'une société est tellement hétérogène, tellement différente que voilà. c'est une C'est très belle réponse. Ma question était très large et c'est une très belle réponse. On dit aussi, ça change l'humanité, un commentaire d'une des auditrices. Alors, moi, j'ai une question, parce que dans tout ce qu'on voit aujourd'hui pour justement changer de paradigme, d'accompagnement de nos enfants, on est de nombreux parents à essayer de faire au mieux, à essayer de préserver nos enfants des maltraitances qu'on peut leur faire subir ou que l'école pourrait leur faire subir. On lit beaucoup, et puis il y a vraiment foison de propositions. On va trouver des ouvrages qui nous proposent, justement comme Jean Vidoff, d'essayer de retourner à quelque chose de très naturel, ou les livres que tu proposes, comme ceux de Mélissa Plavis, qui invitent à vivre l'expérience de l'apprentissage autonome à la maison. Mais on va aussi tomber sur des ouvrages qui nous proposent des méthodes positives d'accompagnement. Et là, tu as un point de vue intéressant, c'est-à-dire que tu nous dis, on peut être critique sur ces éducations dites positives, mais c'est quelque chose d'assez complexe, il y a des idéologies derrière. Est-ce que tu peux nous préciser ta réflexion là-dessus? Parce que souvent, on a envie d'appliquer ces méthodes, tu vois, qui nous disent faites ci, faites comme ça. En fait, j'ai l'impression que la méthode, ça se veut être un moyen d'accès rapide à quelque chose. Mais ça zappe, enfin, ça court-circuite la réflexion. Euh, j'ai pas envie de taper sur. En fait, j'ai pas envie de taper sur tous les efforts contemporains pour proposer un nouveau type de relation par enfant. J'ai envie de reconnaître euh, euh, que c'est positif, que on a bien compris que c'était pas satisfaisant, l'éducation à la classique, les punitions, les fessées, le chantage et toutes ces choses-là. Je pense que le postulat de départ des personnes qui proposent ces méthodes-là, c'est l'idée que nous ne savons pas comment faire, parce que nous n'avons pas été éduqués comme ça. Donc il faut qu'on apprenne un nouveau langage. Et donc, avec ce langage, il y a un certain type d'outils, de formules, voilà, comme ça, qu'on va nous proposer d'appliquer. Alors c'est très bien justifié en arrière-plan, hein. Le problème, c'est que comme on les applique pour faire vite, bah ça marche pas parce que souvent elles sont pas adaptées précisément à l'enfant qu'on a en face de soi. Euh, Moi, j'aurais envie de dire aux parents, euh, en fait, je trouve que un outil et une méthode, ça déconnecte. Voilà. C'est ça mon problème avec les méthodes. J'ai pas envie de taper sur ça, mais mon problème avec ça, c'est que on est toujours dans la médiation d'un outil. On Qu'est-ce que tu voit des entends parents. Qu'est-ce que tu entends par Là, médiation d'un outil? bah ça c'est dans la droite ligne de tous, enfin de cette notion de continuité dont je parle tout le temps. Ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, mais euh, c'est-à-dire que plutôt que de j'ai peur de dire des banalités, c'est assez frustrant, mais euh,
plutôt que d'entrer directement en lien avec l'enfant et de discuter avec lui ou d'essayer de comprendre vraiment, de se mettre à sa place, de se mettre, d'adopter son point de vue, on va appliquer de manière un peu mécanique des méthodes. Donc on lit des bouquins comme Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, Parents efficaces, des choses comme ça. Déjà, à chaque fois, il y a un objectif. Ça, déjà, ça me pose problème. Il y a un objectif. L'objectif, c'est pas alors si on peut présenter des objectifs comme vivre en harmonie dans la famille, etc. Mais je suis désolée. Enfin, j'ai vraiment du mal avec cette idée d'efficacité en fait, d'être un parent efficace. Et du coup, puisqu'on a un objectif et qu'on veut être efficace, quelque part, c'est un peu comme si on donne pas droit à l'erreur. Il faut que l'on soit performant. Du coup, on nous donne un certain nombre de techniques en disant, bah voilà, cette technique-là, si vous l'utilisez, ça va aider l'enfant à se mettre dans de meilleures dispositions. Et je ne sais pas, enfin peu importe. Et du coup, on peut s'enfermer là-dedans. On peut s'enfermer dans l'application aveugle de la technique et de ne pas voir le rejet par l'enfant du type de relation qui lui est proposé à travers cet outil-là, en fait. Voilà. Ou carrément, ce que j'ai expliqué à plusieurs reprises, que ce soit dans l'article sur ma réflexion sur les limites des techniques de communication non violente, donc de CNV, ou peut-être dans l'article, dans l'interview à laquelle j'ai répondu là il y a pas longtemps. Je me suis perdue. Ça y est. Si tu étais en train, tu parlais de l'article que tu as écrit par rapport à la critique de ces outils, ces techniques comme la CNV, où tu en montrais des limites qui flirtent avec la manipulation des enfants. C'est ça, voilà. Donc comme je l'ai expliqué dans cet article-là, parfois même on est dans une situation, dans une relation qui est asymétrique, c'est-à-dire que comme beaucoup de ces techniques reposent sur la maîtrise du langage, l'enfant n'ayant pas la même maîtrise du langage, il y a une relation asymétrique et une relation de domination en réalité qui s'installe. Et du coup, l'enfant, comme j'aime bien le dire souvent, il se fait entourlouper dans cette histoire. Quelque part, certaines méthodes vont entraîner une reproduction d'une violence, mais au lieu de la violence, elle soit visible, elle va devenir beaucoup plus sous-jacente et beaucoup plus difficile à percevoir. Alors déjà, effectivement, ça va être une violence qui va davantage être une violence de situation qu'une violence en acte. Et c'est vachement plus difficile de percevoir les situations violentes que les actes violents. Les actes violents sont visibles. Quand on crie sur un enfant, quand on le frappe, quand on le punit, quand on le menace, ça se voit. Mais les situations qu'on peut imposer aux enfants avec le sourire, ça peut être moins visible. Et oui, enfin, tu disais tout à l'heure aussi que je ne sais plus. Je suis désolée. J'arrive pas à me concentrer là. Pardon. C'est pas grave. Je pars dans tous les sens. En fait, je pars dans tous les sens et je sais pas par quel bout commencer. Désolée. Oui, c'est parce que le sujet est vaste et qu'effectivement là, on t'a amené sur la question de comment, en tant que parent, on fait nous pour intégrer toutes ces injonctions qu'on reçoit à être des bons parents, à utiliser telle ou telle méthode. Et ta réflexion t'a amené justement à ce que tu as dit, qui est à mon avis très important, c'est de vraiment écouter l'enfant et de se défaire des a priori, des méthodologies, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et c'est ça qui a l'air assez difficile, ce saut, cette plongée dans une nouvelle façon d'être. Oui, mais enfin, effectivement, donc je parlais des présupposés de ces méthodes-là qui étaient de considérer que qu'il y avait tout un langage à réapprendre, que nous ne savions pas communiquer en fait, et que pour nous aider à adopter cette nouvelle attitude, on va nous proposer d'apprendre ce langage et de faire
d'acquérir ces nouveaux outils. Moi, j'ai souvent entendu dire des gens, quand tu t'appropries vraiment la CNV, ça devient naturel. Moi, j'ai jamais rencontré de personnes qui se soient vraiment appropriées la CNV et pour lesquelles c'est devenu naturel. Je veux dire, quand une personne utilise des techniques pour communiquer avec moi, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et moi, je n'aime pas qu'on me propose ce genre de rapport. Vraiment. J'ai vu aussi beaucoup de violence dans une forme bienveillante et douce. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. La violence, elle est dans les situations, elle n'est pas dans les actes. J'ai subi énormément de violence de personnes qui me parlaient gentiment. Voilà. Gentiment, qui prétendaient être respectueux, etc., etc. Et du coup, j'imagine comment les enfants peuvent se sentir dans ces situations-là, avec des outils intellectuels, cognitifs peut-être moindres qui leur permettent de dépister l'entourloupe, on va dire quelque part. Et donc les parents vont s'approprier ces outils-là, mais finalement, moi ce que je remarque, c'est qu'il y en a beaucoup qui finissent par les abandonner. Et ces outils sont plutôt comme une transition pour eux. C'est pour ça que je dis que j'ai pas envie de taper dessus vraiment négatif. Enfin, j'ai pas envie d'insister là-dessus. Je me dis que les parents aillent voir, qu'ils expérimentent, parce que voilà, je vais pas non plus dire je vais pas non plus prêcher le contraire de ce que je pense. Ce qui me semble important, c'est de faire des essais, d'expérimenter des choses, de constater ses erreurs, de se dire ah bah ça ne marche pas, alors je vais essayer autre chose. Voilà. Et puis finalement, de s'apercevoir que cet outil-là n'est pas adapté à sa situation, à cet enfant, à la relation qu'on a, et de se dire bon bah finalement on va se forger nos propres outils et on va communiquer enfin vraiment directement et pas par l'intermédiaire d'un outil. Je disais tout à l'heure la médiation d'un outil, c'est ça. C'est-à-dire pas mettre des outils entre les gens, mais de communiquer directement avec les gens. Avec les enfants, là, en l'occurrence. C'est une proposition. Donc, finalement, je sais que ces outils-là, que ce soit les Faber et Maslich, que ce soit les Thomas Gordon, ou que sais-je, ce sont des tremplins pour beaucoup de parents. Par contre, c'est des tremplins pour beaucoup de parents. Par contre, quand ce qui est retenu de ces méthodes-là, c'est l'efficacité et atteindre un objectif, et qu'on s'aperçoit que on n'atteint pas l'objectif est pas toujours clair d'ailleurs pour le parent qui s'approprie ces outils-là, eh bien on dit soit ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, soit on dit qu'on est nul, qu'on n'y arrive pas, donc on finit par se dénigrer, etc., etc. Et par Mais le problème, pardon? Et par abandonner, et donc en abandonnant, finalement, on perd l'idée d'aller rechercher le lien avec l'autre. Voilà. Et en fait, ce qui est primordial je suis consciente, les injonctions sont terribles, il y a énormément d'articles qui sont écrits, il y a vraiment des manières de présenter comment dire, de proposer un nouveau type d'éducation qui sont pas très comment dire, pas très positifs en fait vis-à-vis de ce dont il s'agit réellement concrètement. Voilà. Et j'ai vraiment ce sentiment-là que on veut toujours être dans l'efficacité. Donc, parce que ce que tu dis, c'est quand on veut être dans l'efficacité, je te coupe, pardon, mais c'est que du coup, on perd la possibilité de tester. Un peu comme les enfants qui devraient arriver à faire tout de suite le bon résultat sans avoir le droit de se tromper. On s'empêche. Tout à fait. Tu peux développer d'essais d'erreurs. Comment tu l'as vécu, toi, comment tu l'as vu dans les écrits que tu as lus, des théories? Est-ce que tu peux nous en dire? L'essai erreur, c'est
ça me paraît tellement évident que, enfin, ça me paraît bizarre de devoir argumenter dans ce sens-là, mais c'est comme ça qu'on apprend de tout temps. On se lève, on marche, on tombe, et puis on se relève, et on continue d'essayer de marcher, on tombe, et puis on se relève, et puis à la fin, on a compris exactement qu'est-ce qu'on doit sentir dans son corps, dans ses hanches, dans ses genoux, dans son torse, pour que ça tienne bien l'équilibre. Et puis petit à petit, mais si on n'a pas expérimenté ce qui marche et ce qui marche pas, on peut pas y arriver. Voilà. En lieu et place de la possibilité de faire des essais et d'apprendre de ses erreurs, de ces essais, il faudrait même pas utiliser le mot erreur en fait. Enfin, c'est une terminologie hyper négative. C'est-à-dire que si on laisse pas la possibilité d'apprendre de ces essais, donc de ces tentatives de faire quelque chose, et qu'on fournit une solution toute faite à la place, c'est extrêmement comment dire, c'est extrêmement limitant. On n'est pas des insectes, on est des êtres humains, on a toutes sortes de moyens de compensation grâce à notre néocortex surdimensionné, mais il y a des animaux, si on les empêche, enfin des mammifères ou d'autres animaux, si on les empêche de faire leur expérience de l'acquisition d'une compétence fondamentale, mais ils y arrivent plus après, c'est terminé. C'est-à-dire que et ça c'est la neurologie de base en plus, mais il y a des compétences, il y a des périodes sensibles pour l'acquisition de certaines compétences. Il y a toutes sortes de réseaux de neurones qui sont mobilisés là pour prendre en charge l'acquisition de cette compétence. Et si cette compétence n'est pas acquise, ces neurones disparaissent et puisqu'ils ne sont pas utilisés. Voilà. Je mentionne ça simplement pour dire que si on empêche un enfant à un certain âge de faire certaines expériences, sans arrêt en étant derrière lui ou en le soutenant sans arrêt, on va l'empêcher pour de bon d'acquérir ses compétences. Vous voyez ? Et donc, je reviens sur les essais et les erreurs. C'est quelque chose qu'on... c'est le try and... c'est dans le jeu vidéo. C'est un truc qu'on emploie tout le temps en informatique aussi, cette méthode de essaye, meurt et recommence. Vous voyez, je me rappelle plus des mots en anglais, mais c'est, enfin le meurt, c'est t'as raté ton truc là, c'est pas grave, t'as toujours une deuxième chance, tu peux, et tu vas affiner petit à petit tes gestes, ta compréhension de ce que tu dois faire pour atteindre l'objectif. Etc. Le die and retry, c'est mourir et recommencer. Die and retry, merci. Die and retry. Voilà, j'avais écrit un article qui s'appelle Éloge de l'erreur. Je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Vous l'aurez constaté. Mais j'avais effectivement écrit un bouquin, un article sur l'éloge de l'erreur où j'essaye d'expliquer un petit peu quelles sont les vertus de... C'est la méthode d'apprentissage la plus vieille au monde. On a toujours fait comme ça. Je sais pas, on essaye de sculpter quelque chose, ça marche pas, on recommence, etc., etc. Dans notre société, l'erreur, elle est sanctionnée par une mauvaise note. Voilà. Elle est sanctionnée. Alors, quand un enfant tombe et se relève, on a encore suffisamment de bon sens pour pas sanctionner le fait qu'il soit tombé. Mais c'est vrai que, alors qu'on considère que c'est normal d'apprendre à parler, d'apprendre à marcher, d'apprendre à parler, etc., à un moment donné, on considère que les enfants ne savent plus apprendre. Et nous voici, nous avons glissé insidieusement vers les apprentissages. À partir donc d'un certain âge, on considère qu'ils sont plus capables d'apprendre tout seuls, qu'ils ont besoin de guidance pour ça. Et s'ils se plantent, on leur met des mauvaises notes. Et finalement, à l'école, on leur apprend d'une manière transcendantale que le savoir, il vient de l'extérieur et pas d'eux-mêmes. Et donc, on perd cette idée aussi d'essais-erreurs.
on perd les vertus de l'erreur. C'est-à-dire que les enfants, comment dire, ils vont pas comprendre que c'est fécond, que c'est fertile. Les erreurs sont sanctionnées. Et du coup, ils vont développer d'autres compétences. Il y a ce qu'on appelle les savoirs vicariants. Ce sont tout ce que les enfants apprennent. Vous connaissez ça? Alain Berthoz? Non? La Si? vicariance, Alain c'est Berthoz? ça? Tu connais ça? Ouais, tu connais ça. Ouais. Voilà. Il Donc, c'est toutes ces choses-là. Alain Berthoz, c'est passionnant. Oui, c'est passionnant, ouais. Je vais écrire le nom pour ceux qui veulent lire. Je sais plus, tiens, H ou pas. C'est tout ce que les enfants apprennent dans un contexte d'apprentissage scolaire, tout ce que l'enseignant transmet sans avoir l'intention de le transmettre en fait. Et ce qu'on apprend à des enfants en les notant et en sanctionnant l'erreur dans le système de notation, c'est que il faut trouver d'autres manières de réussir. Et ce qu'on sanctionne moralement à ce point-là, qui est donc la tricherie, moi je trouve que la tricherie c'est une ingéniosité extraordinaire, quoi. Enfin, les gamins, ils font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir dans ce système-là. Et toute la créativité dont ils font preuve pour tricher, c'est absolument. Et puis finalement, ça les reconnaît. Ah, il y a quelque chose qui se passe. Non. C'est tes enfants qui arrivent. Non. Dans la triche, il y a aussi une reconnaissance à l'autre, à se reconnecter, se remettre en communication avec l'autre pour essayer de trouver des solutions face à un système où l'enfant ne comprend pas ce qu'on attend de lui, où ça paraît absurde finalement parfois les attentes qui sont demandées par l'institution. Oui, c'était une question, ça? Oui, enfin, je voulais avoir votre avis. En fait, je voulais avoir votre avis pour aller plus loin par rapport à ça. Je crois que j'ai pas compris. Si tu peux répéter, excuse-moi. Je disais que la triche était aussi une manière pour les enfants de se reconnecter à l'autre dans un esprit de vivre ensemble pour trouver des solutions face à une situation où ils se retrouvent dans une situation absurde où ils ne savent pas ce qui est attendu d'eux par l'institution qui a des demandes absurdes en fait. Oui. J'ai rien à ajouter par rapport à ça. Je suis complètement d'accord. Et il y a le soutien enfin, ils sont tous embarqués dans la même galère et ils trouvent des moyens de se soutenir. Malheureusement, là, j'ai pas la référence en tête, mais j'avais lu un article très intéressant sur la fécondité de la triche. Ah, si je pouvais vous retrouver ça là tout de suite, mais c'était écrit par un enseignant, il me semble, mais j'ai ça quelque part dans mes notes. C'était un enseignant qui disait que tricher, c'est fécond. Parce que, et alors lui, il avait appelé ça le prélèvement d'indices, en fait. Le petit coup d'œil qu'on jette sur la copie du voisin, alors évidemment, ça, c'est un système traditionnel, c'est de la triche. On regarde sur la copie du voisin, on a triché. Et ce qu'il disait, lui, c'est que souvent les enfants, quand ils jettent un coup d'œil sur la copie du voisin, c'est pas pour recopier bêtement ce que le voisin a écrit, même si ça arrive aussi, mais souvent c'est pour prélever des indices. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent plein de choses, mais ils savent pas trop commencer, ils savent pas trop, ils se rappellent pas forcément des méthodes à utiliser, mais il leur reste, ils ont quand même acquis certaines choses de leur cours, et du coup ils vont prélever des indices sur la copie du voisin, et à partir de ça ils vont pouvoir élaborer leur propre résolution de l'exercice ou du problème qui a été posé. Voilà. Souvent dans les contrôles, les examens, ce qu'on demande c'est pas de répondre au cours,
là je pense évidemment à Franck Lepage, c'est pas de répondre, de ressortir, de répondre le cours, c'est de répondre d'une certaine manière qui est demandée. Voilà, il y a une forme qui est à respecter et euh, et parfois c'est ça qui nous manque. Donc il y a des enfants qui vont aller regarder les copies à côté et ça va. Et donc ce professeur disait que c'était vraiment fécond la tricherie. Il appelait ça le prélèvement d'analyse. Moi j'avais trouvé assez sympa cette idée-là. Alors, il y a un autre sujet avec lequel on a déjà un peu entamé cette discussion avant de démarrer, c'est le fait que quand on s'engage dans une idée de respecter nos enfants, bon, il y a plein de méthodologies, de méthodes, mais il y a aussi une difficulté, c'est qu'à chaque fois, c'est comme si ça nous demandait de remettre en cause toute notre façon de vivre. C'est-à-dire que si on veut respecter nos enfants, ben on n'a plus envie de les mettre à l'école, donc il faut inventer un autre système. Si on veut pas aller, on va coucher à la maison, il faut arriver à le faire seul, etc., etc. Et au Ouais, final, ça devient une sacrée épreuve pour ceux qui veulent aller au bout de leurs idées. Tu peux nous parler de ça? Parce ouais. que tu as une réflexion là-dessus qui est intéressante. Tout à fait. En fait, ça fait partie des limites en fait des méthodes. Euh, Comme les méthodes euh, ne permettent pas de remettre en cause des situations, c'est-à-dire que dans les méthodes éducatives qui se présentent positives ou bienveillantes ou quoi que ce soit, on part d'une situation, de la réalité d'une situation qu'on parfois on considère comme contraignante et qui ne peut être remise en cause, comme il faut se lever tous les matins pour aller à l'école. On n'a pas le choix, c'est comme ça, moi je dois aller travailler, toi tu dois aller à l'école, et c'est tout. Ça, c'est pas remis en cause. Pourtant, les situations sont le plus souvent les causes de violence. La violence n'est qu'un symptôme, une manière de réagir à une situation qui est insupportable euh, pour le corps, en fait. C'est une violence qui est faite au corps. Des situations qui sont euh, pas humaines, enfin pas humaines, pas écologiques, qui sont pas du tout adaptées à nos corps. Mais non, on ne remet pas en cause la situation, simplement on propose des outils qui vont nous permettre de supporter la situation. Voilà. Donc plutôt que de disputer son enfant, de le punir ou que sais-je, eh ben on va être plus doux, etc. Il y a une forme de manipulation là-dedans, de bon, c'est je l'ai déjà dit, c'est précisément ce qui me déplaît enfin, ce qui me pose problème dans ces choses-là. Et donc, aucune. Je vais pas faire de généralité. Tous ceux qui prônent l'éducation positive euh, ne sont pas fermés à cette idée de remettre en cause les situations. Mais globalement, c'est quand même un petit peu ça. On part d'une situation donnée et on va voir comment est-ce qu'on peut agir pour que ce soit un moindre mal. Euh, Et quand on finit par dire que la méthode ne marche pas, parce que souvent les enfants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ils sentent qu'ils sont en train de se faire entourlouper, que c'est pas tout à fait ça, et puis s'ils sont pas complètement résignés, ils résistent. Ils résistent, ils répondent de manière, comment dire, violente eux-mêmes, et on finit par conclure que la méthode ne fonctionne pas. Voilà. Et c'est là que moi je dis, mais oui, la méthode ne peut pas fonctionner puisque vous êtes en train de continuer à d'essayer d'emmener l'enfant vers un mode de vie, de rapport au corps, de rapport entre les corps qui ne leur convient pas. Et ils sont encore suffisamment frais et préservés pour s'en rendre compte et pour crier stop. Nous, c'est mort, hein. On est trop vieux, ça fait 40 ans qu'on subit ça. Enfin, on s'en rend compte aussi, mais peut-être d'une autre manière. C'est Euh, comme si notre société avait une sorte de nexus à cet endroit-là. Elle n'arrive pas à le voir que c'est des non, contraintes qu'on s'impose. Donc on n'arrive même plus tout à fait. peut-être à voir ce que les enfants nous disent, à savoir que c'est insupportable de faire ça. Et pourtant, on croit qu'il faut continuer et qu'il n'y a pas d'autre solution.
Ouais, Et je là, crois qu'on a. là, c'est fondamental ce que tu dis parce que ça nous renvoie à une société qui devrait complètement muter. Et là, que faire en tant que parent? Parce qu'on a on a un peu l'impression d'être parfois tout seul à penser ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, normalement, alors, effectivement, soit on se dit, bon, bah, moi, je laisse tomber l'éducation non violente, ça marche pas, et puis pour continuer à vivre comme je vis, ben, je vais refaire comme avant, parce que bon, bah, ça, j'aime pas ça, crier, machin, mais bon, on n'a pas le choix. Soit on se dit, bon, ok, le problème, là, c'est pas mon enfant, c'est pas moi. Le problème, c'est qu'on soit obligé de faire quelque chose qui ne nous convient pas. Et effectivement, il y a des parents qui arrivent à cette analyse-là, qui comprennent que l'éducation, c'est pas un objectif, que c'est pas un but, comme je l'ai écrit à plusieurs reprises, c'est un chemin, et il s'agit de vivre ensemble et d'être bien ensemble, et pas comment faire pour arriver à faire tout ce qu'on nous dit de faire dans cette société, travailler, consommer, etc., etc., sans trop déchirer les uns les autres. Voilà. Moi, je pense que c'est pas vraiment pas une solution souhaitable. D'abord, j'ai pas du tout envie d'entretenir ce genre de système, ce genre de modèle relationnel avec la caution d'une éducation, de méthodes soi-disant bienveillantes et positives. Donc, je refuse ça. Euh, et puis j'ai envie de rapports harmonieux, authentiquement harmonieux avec mes enfants et Donc avec tous ceux qui m'entourent. finalement, tu proposes une certaine radicalité au sens de revenir à Ouais. la racine écologique. C'est-à-dire qu'une Oui, écologie intérieure ou familiale va impliquer un changement de mode de vie et d'assumer ce changement-là collectivement, d'y réfléchir et de créer autre chose. tout à fait. C'est ça que tu proposes. Ah oui, oui, enfin, ce que je propose, Enfin, ce que tu... c'est ce que, c'est comme ça que j'ai choisi de vivre. C'est comme ça, bon, beaucoup de personnes que je fréquente qui vivent comme ça et on s'est créé les réseaux en fait de personnes qui partagent le même mode de vie plus ou moins. Et oui, moi je travaillais pour l'éducation nationale, j'ai démissionné, euh, j'ai euh, j'ai démissionné après 10 ans. J'ai j'ai décidé de travailler à la maison, de faire l'instruction en famille avec mes enfants. Euh, voilà, enfin, j'ai fait plein de choix, très à contre-courant euh, de ce qui se fait, enfin, de la façon dont fonctionne la plupart des gens, en fait. Et je le propose pas. Je veux dire, je voudrais pas imposer ce mode de vie à tout le monde comme ça. Enfin, c'est tellement dépendant d'une réflexion personnelle. Il faut qu'on puisse être prêt à vivre ça. Moi, ce que je veux juste souligner, c'est la contradiction euh, qui est dans ce message-là de l'éducation positive. À mon sens, il y a des parents qui y arrivent, c'est très bien. Bon, je vais pas mettre en doute, mais à mon sens, une éducation bienveillante, respectueuse, dans un contexte de situation euh, matérielle, économique, sociale aussi violente que celle qu'on vit aujourd'hui, c'est un oxymoron, c'est une contradiction, c'est un non-sens, c'est juste impossible. Voilà. Alors, il y a d'autres contradictions aussi qui, moi, me posent question. Par exemple, c'est dans le féminisme. On a une espèce d'opposition entre les féministes, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, qui disent que l'allaitement, c'est l'aliénation féminine la plus importante qui soit, donc d'allaiter. Puis à l'autre côté, au contraire, une vision qui serait les femmes doivent rester à la maison pour allaiter. Qu'est-ce que toi tu en penses de ces... Non, Les non, femmes les doivent femmes avoir. doivent pas rester à la maison. Les femmes doivent pas rester à la maison, les femmes devraient pouvoir allaiter partout où elles veulent. Et les femmes devraient pouvoir ne pas être séparées de leurs enfants, exercer des métiers ou des professions qui sont pas, qui n'impliquent pas la rupture du continuum. Enfin,
Vous voyez ce que je veux dire? C'est Là aussi, c'est à nouveau une révolution, une mutation en tout cas collective, c'est-à-dire de repenser ah oui, notre modèle social pour intégrer les bases et les fondamentaux de ce que c'est exactement, qu'accompagner un enfant avec respect. exactement, exactement. C'est-à-dire que tant qu'on est dans ce modèle-là, de mon point de vue, ce n'est que très difficilement qu'on peut réellement respecter les enfants, mais pas que les enfants, hein. Je veux dire les êtres humains en général. Les êtres humains en général, simplement, c'est là on parle des enfants, ce sont ceux qu'on va conditionner pour. Euh, on les laisse même pas créer leur propre monde. On leur impose le monde que dans lequel on vit nous-mêmes et on reproduit un schéma, on va dire socio-économique euh, qui ne tient pas compte du bien-être des individus. Là, je repense à ce que disait Michel Audin, alors dans un autre contexte où il Alors, parle de la naissance. on peut juste quand même préciser qui est Michel Audin, parce que peut-être que tout le Oui, monde ne le tout à connaît fait. pas. C'est quand même fondamental ce qu'il a amené comme connaissance. Euh, Michel Audin est un chirurgien qui s'est spécialisé en obstétrique dans les années 50. C'est un monsieur qui a plus de 90 ans maintenant et qui a été responsable du centre de naissance de Pithiviers où on a fait des accouchements dans l'eau, des choses comme ça. Voilà, naissance physiologique, naturelle. Il a écrit énormément de livres euh, que nous publions aux éditions du Être Myriadis euh, pour euh, pour questionner les conséquences de la naissance médicalisée. Quel impact ça a sur l'être humain? Il a écrit un bouquin absolument visionnaire dans les années 60, fin 70 qui s'appelle La jeunesse de l'homme écologique. Moi, je l'ai relu il y a pas longtemps, je me suis dit qu'il était d'une modernité extraordinaire. Et, il se pose la question de savoir quel est l'avantage évolutif de... Enfin, il explique que probablement les comportements guerriers, les comportements violents ont représenté à un moment de l'histoire humaine un avantage évolutif. Sa conclusion, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les comportements agressifs sont en train de détruire tout l'écosystème. Donc clairement, ce n'est plus, c'est plutôt un désavantage évolutif. Donc de toute manière, il y a une forme d'optimisme hein, dans ce qu'il prévoit, parce que si ça ne représente plus un avantage évolutif, moi je ne sais pas si à quel point vous êtes au fait de la théorie de l'évolution, mais si un comportement ne représente plus un avantage évolutif et qu'en même temps il présente même un désavantage, bah il disparaît de lui-même. Donc peut-être qu'on a des raisons d'espérer, hein, d'être optimiste. Simplement, est-ce qu'on a encore la capacité de développer des comportements comment dire bienveillants, etc. Étant donné le type de naissance qu'on propose aux enfants, euh, des naissances hyper médicalisées qui remettent en cause notre capacité d'aimer. Peut-être Voilà. vous pouvez développer sur les conséquences de ces naissances médicalisées avec souvent une coupure au niveau du pot à peau, etc. En fait, c'est très rigolo parce que Michel Audin, quand il parle de la césarienne, c'est peut-être un peu, enfin, pas cynique de sa part, mais de dire, oh bah finalement la césarienne, ça représente à peu près une perte de sang équivalente à un accouchement normal. Il y a moins de, il y a pas de déchirure du périnée, il y a moins de risque d'incontinence plus tard. Quoi qu'il rappelle entre parenthèses quand même qu'à partir de 50 ans, les taux d'incontinence sont pareils dans les deux groupes et de celles qui ont eu des césariennes et de celles qui n'en ont pas eu. Euh, Qu'attendons-nous pour césariser toutes les femmes et tous les enfants? Ah, mais sauf que la femme qui n'accouche pas physiologiquement, il y a des processus physiologiques qui n'ont pas l'occasion de se mettre en place et qui sont cruciaux pour le développement de la relation
mère-enfant. Et ce sont donc les naissances médicalisées court-circuitent les processus physiologiques de l'amour, en fait. Voilà, c'est ça. De l'ocytocine. Les femmes n'accouchent plus sous ocytocine naturelle, mais sous ocytocine de synthèse, qui n'agit que musculairement et pas cérébralement. Et alors évidemment, nous sommes des humains avec un gros néocortex, et ce qu'on sait super bien faire, c'est compenser. On aime bien introduire des ruptures comme ça, et puis après, mais on est obligé de quand même de se relier, donc on va introduire des compensations dans ces ruptures qu'on introduit. Et ben typiquement, la compensation d'un allaitement qui a été mis en échec, bah on a le biberon, hein, voilà, on peut nourrir les enfants comme ça. Mais toute notre vie est une série de compensations et de rafistolage d'un lien qui pourrait être dans la continuité, qui pourrait continu et immédiat, qu'un lien qu'on est capable de créer parce on est pourvu de toutes les capacités de le faire. Une femme a des instincts d'allaitement. Moi, je suis pas d'accord quand on dit que l'instinct maternel n'existe pas. D'abord, il n'y a pas l'instinct maternel, il y a les instincts maternels. Il y a toutes sortes de compétences. On parle des compétences du nouveau-né, mais il y a aussi les compétences de la mère qui vient d'accoucher. Et ces compétences instinctives, si tout le circuit hormonal de la sécrétion d'ocytocine a été interrompu comme ça, bah, elle aura beaucoup plus de difficultés de mettre en route tout ça. Donc, on a en nous des ressources physiologiques, biochimiques, comportementales, etc., de nous faciliter le lien. Ces processus sont court-circuités, on les rafistole. Ah bah c'est beaucoup plus compliqué quand on rafistole. Et je vous parle pas de la déperdition d'énergie là-dedans, hein, parce que ça a un coût, hein, de devoir installer des médiations faites d'objets dans le lien entre les personnes plutôt que de se relier directement. Hein. On achète plein de bouquins pour apprendre à communiquer avec nos enfants. On achète des biberons, des poussettes, c'est pratique etc., pour etc. le système de consommation. Ça fait consommer, ça c'est pratique pour le PIB. Ah bah ça c'est bien. Oui, c'est pratique pour ceux qui, Alors, qui ont des objets à vendre. Je vais juste faire et donc voilà. Vas-y. Après on fait une courte parenthèse parce qu'il y a plein de, plein de réactions qui ont eu lieu pendant que tu parlais. Mais je te laisse aller peut-être au bout de ta pensée par rapport à ça. L'impact de ces naissances est à la fois dramatique ou pratique. Ça dépend du point de vue. Du point de vue commercial, c'est bien. Du point de vue écologique, c'est moins bien. De la durée. Non, et la répercussion, elle n'est pas qu'immédiate, elle est à long terme. Je veux dire, tant de gens passent leur vie en thérapie parce que dans les conditions primales, il y a des processus, des connexions qui ne se sont pas faites. Et le modèle de relation humaine qu'on propose dans cette période où justement tout se construit, l'idée même, la compréhension même de ce que c'est qu'une relation, de ce que c'est qu'entrer en relation et de ce que c'est qu'aimer, est déterminée à ce moment-là de la naissance. Voilà. Donc ça c'est fondamental. Hein. C'est partir des bases. Alors je te raconte ce qui se passe un peu dans les discussions sur le réseau en parallèle. Donc il y a une personne qui demande est-ce que tu as discuté avec les autrices de l'éducation positive? Est-ce qu'elles sont conscientes des limites? Et puis il y a quelqu'un d'autre que tu connais, qui est Victorine Meyers, qui répond c'est elle qui offre toutes ces offres-là d'éducation positive. Elle pense souvent qu'on n'a pas le choix et qu'il faut travailler pour payer sa maison, il faut payer le crédit, etc. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est Charlotte Dartey, qui est déjà intervenue. Elle dit revendre sa maison et vivre autrement, c'est possible. Et alors, voilà, on arrive vraiment à nouveau sur des changements. Et puis, il y a une autre personne qui dit moi, je témoigne. Elle s'appelle Karine. Elle dit moi, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté de travailler, j'ai changé de vie, je suis sur un projet d'éco-village. Elle dit j'ai jamais autant que rien eu. Et je n'ai jamais eu autant que tout eu. Voilà. C'est-à-dire que dans son rien, elle a tout. Même si elle a peut-être peur de manquer ou qu'elle traverse des angoisses. Donc, quand on s'engage dans ce chemin-là, ça secoue. Est-ce que tu peux
peut-être faire le lien aussi avec quelque chose qui est le mouvement de résistance qui vient des États-Unis, Deep Green Resistance, hein, qui est un mouvement qui secoue aussi la pensée, qui nous dit au point où on en est, jusqu'où on va, quoi. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour assurer que notre espèce va pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Parce que d'autres espèces vont nous survivre, mais nous, dans quelle situation on va encore vivre dans 20, 30, 40 ans, 100 ans? Et là, on se rapproche même de... Alors, il y a eu plusieurs choses là-dedans. Si je reprends du début, il y a eu on n'a pas le choix. Alors, on n'a pas le choix. Peut-être que je suis une privilégiée et que j'ai eu plus de choix que d'autres, j'en sais rien. Mais moi, je me rappelle quand je faisais ma formation pour être animatrice de la Leche League, donc je suis animatrice de la Leche League, association de soutien et d'information à l'allaitement maternel. J'ai rejoint la Leche League dès 2005 et je me rappelle d'une formation qu'on a eue avec une dame qui s'appelle Laure Marchand Lucas sur l'accompagnement des femmes qui allaitent et elle nous avait exposé un cas où la maman disait qu'elle avait très très envie d'allaiter son enfant et elle était très malheureuse de devoir reprendre le travail et elle disait mais je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je paye le crédit de la maison. Et je me rappelle à cette époque-là m'être dit waouh, l'argument qui tue, comment est-ce que tu réponds à ça? C'est vrai quoi, quand même quand quelqu'un te dit j'ai un crédit à payer, qu'est-ce que je fais? Et Laure Marchand-Lucas, qui est une personne extrêmement respectueuse enfin vraiment je lui fais confiance pour répondre aux mamans qu'elle accompagne avec le plus de tact possible, etc. Elle nous a dit qu'elle lui avait dit juste comme ça. Et est-ce que c'est envisageable pour vous de vendre la maison peut-être ou elle a juste posé des questions. Voilà. Simplement pour entraîner un déclic dans la tête de cette femme. Est-ce que ce serait possible d'envisager de pas continuer à vivre de cette façon-là qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire? Et si oui, qu'est-ce que vous pourriez faire à la place? Qu'est-ce qui est envisageable? Parce qu'on part tout le temps dans on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, faut qu'on travaille, etc. Et moi de toute façon, je crois que le choix est une illusion de toute manière. Mais juste se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et ce qui est très très fécond, c'est d'aller discuter avec des personnes, le plus de personnes possible, qui ont fait des choix différents. Et vous vous apercevez qu'il y a un peu de tout. Vraiment, il y a toutes sortes d'adaptations. J'ai envie de dire, il y en a autant qu'il y a de personnes. Et on ne peut pas proposer un modèle unique d'adaptation d'adaptation de notre mode de vie. C'est en allant voir tous les parents qui ont fait sans l'école, sans les crèches, sans le travail salarié. Ça ne veut pas dire sans travail, attention, hein, parce que je suis obligée de travailler. S'occuper d'un enfant, c'est du travail aussi. Donc, c'est d'aller voir comment ils ont fait, ça donne de l'inspiration. Voilà. D'abord, ça nous permet de nous rendre compte que c'est possible. Et puis on peut se dire ah ouais tiens c'est une bonne idée ça, j'aime pas trop ce truc là mais ça j'aime bien, je pourrais peut-être combiner ces deux situations là. Enfin voilà, on se dit juste que c'est possible. Vous connaissez l'expérience du trombone là, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un trombone d'autre que d'attacher des feuilles? En général, les personnes, elles trouvent 3 autres usages possibles au trombone. Et puis finalement, à partir du moment où quelqu'un vous donne, à partir du moment où on a réfléchi au fait qu'un trombone, ça pouvait servir à autre chose que d'attacher des feuilles, on se met à imaginer 1000 usages différents parce qu'on a juste ouvert un truc. Voilà, une espèce de porte, c'était fermé là-dedans, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Ben là, on a ouvert une porte et ah ouais non mais en fait on peut faire autrement, c'est possible. Mais il n'y a pas de réponse toute faite, c'est à chacun d'inventer son chemin. Il y a personne qui peut vous dire comment vous allez devoir mettre en place. Et
Et parfois vous allez vous planter, puis vous allez faire des marches arrière, et puis il y a des parents qui déscolarisent leurs enfants, et puis qu'à un moment donné les rescolarisent, puis qui les redéscolarisent. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est erreur, on en parlait tout à l'heure. Et s'autoriser à faire des marches arrière et comment dire, à se rendre compte que le chemin est pas super adapté, on va en essayer un autre. Voilà. Et dans l'écoparentalité, en tout cas, l'écoparentalité, c'est pas une méthode. C'est juste une analyse de ce que serait le fait d'instaurer des liens écologiques au sein d'une famille, au sein d'une famille, au sein d'une société. Et il n'y a pas de normes. C'est l'écoparentalité, je l'ai dit à plusieurs fois, il ne s'agit pas de prescrire ni des méthodes, ni des outils, ni des normes. Il s'agit de décrire ce que c'est que des relations écologiques vivantes qui sont en train de se former et de se modifier sans cesse. C'est l'ouverture à l'exubérance de la créativité, du vivant, etc. Et pas les autoroutes toutes tracées qui nous sont proposées par notre société. Mais ça, Alors, c'est trop difficile à contrôler, vous comprenez bien. alors il y a Sandra Langors qui nous dit il faut effectivement sortir des rails de la pensée de la société. Et Charlotte renchérit en disant « J'espère que ce moment de crise va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes, il est temps. » Et là, si tu peux peut-être nous faire un lien, si tu as encore envie, l'énergie, de nous parler en quelques mots de peut-être ce lien avec cette écologie qui est aussi très critiquée, des GR, à pas que des amis, parce que ça pousse loin la Oui, c'est réflexion, vrai, l'engagement. Ouais. tu m'avais demandé, ouais, tu finissais, parce que effectivement, j'étais partie sur machin, mais tu parlais de DGR. DGR, alors DGR, moi j'ai découvert Derrick Jensen en 2003, non, un petit peu plus tard, 2005, je pense. Language Older Than Words, une grosse claque ce livre, hein, vraiment. Et Derrick Jensen, ses ouvrages, plusieurs de ses ouvrages sont publiés par les éditions Libres, si tu veux mettre la référence. On dit de Derrick Jensen que c'est un anti-civil, bon, il appelle les anti-civilisations. Ça fait très très peur comme ça, parce qu'on est tous à penser que la civilisation a énormément de bienfaits. C'est formidable. Et Derrick Jensen, qui est un des fondateurs du mouvement de Deep Green Resistance, démontre, voilà, c'est ça. Démontre comment en fait comment la civilisation industrielle et puis tout ce qu'elle charrie d'idéologie patriarcale, de domination, etc., avec elle, est en contradiction avec les besoins humains, avec le vivant, avec le processus même d'interaction des êtres vivants, anti-écologique par essence structurellement, et comment elle amène à l'effondrement et enfin au désastre écologique, etc. Et voilà, ça, on va dire que c'est le modèle le plus global de ma vision des rapports humains. L'écoparentalité, je veux dire, c'est l'écologie appliquée à la famille, aux relations familiales, mais au-delà de ça, il y a cette vision d'écologie radicale. Alors l'écologie radicale, elle est très très critique de toutes ces solutions de pseudo-écologiques, de rafistolage, où il s'agit toujours, mais c'est la même chose, hein, le parallèle est identique. Avec les méthodes éducation positive, blabla, je schématise vachement, hein, je suis désolée pour toutes mes copines qui font d'éducation positive, qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais avec les méthodes éducatives, c'est juste un rafistolage sur une situation et un problème structurel qu'on va pas régler, mais on va apporter des petites solutions. Mais au bout du compte, c'est peut-être reculer, c'est peut-être juste reculer l'échéance.
Et avec les solutions écolo, développement durable, pseudo-vertes, etc., que nous proposent plein d'écolos bien en vue en ce moment, eh ben c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la situation, le problème structurel, à savoir la société, la situation techno-industrielle. On rafistole par des petits trucs, des éoliennes, des énergies pseudo-vertes, le nucléaire, machin, nanana. Mais finalement, on n'a absolument pas remis en cause le problème, la situation violente qui est à la base de tout ça. Et ça, euh, c'est le premier pas, c'est de remettre en cause ce paradigme-là. Ok. Ça, Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ah, si tu as répondu, c'est-à-dire que ça fait vraiment des liens sur comment remettre comment remettre de la clarté sur les différents niveaux. C'est-à-dire que l'enfance, la naissance sont une partie par lesquelles on rentre dans le questionnement parce qu'on sent intérieurement avec nos enfants que c'est pas juste. Que si on a encore un peu de cœur, on sent que c'est pas juste de les lever le matin et on commence à réfléchir. Et si on pousse la réflexion plus loin, on se demande soi-même quel est le sens de nos vies, pourquoi on n'écoute pas nos enfants. C'est ce que disait. Oui, il y avait un commentaire qui disait pourquoi les enfants passent toujours, ne passent-ils jamais en priorité. Et c'est-à-dire que là, on inverse le paradigme, nos enfants sont peut-être nos maîtres et on commence à les réécouter. Et je pense que dans ce que tu fais dans tes livres, tu réinverses le paradigme. En fait, tu le mets à la bonne place, j'ai envie de dire. Tu remets les briques de la pensée dans le bon ordre. Mais c'est parce que c'est pas l'enfant qui doit être en priorité ou l'adulte ou je sais pas quoi. C'est le lien vivant, joyeux, qui doit être la priorité et pas le capital, la consommation, enfin, etc. J'ai qualifié comment dire, le fait de mettre les femmes au travail comme un détournement des énergies maternelles au profit du capital. Et enfin, je vais pas critiquer toutes les femmes qui veulent travailler parce que dans un contexte où justement accorder de la valeur à une personne passe par le travail, on voit bien que on va pas comment dire aider à la libération des femmes en leur disant restez à la maison pour allaiter. C'est extrêmement complexe. Il n'empêche que finalement cette énergie-là, cette force de vie qu'elles ont pour elles, pour éduquer, enfin pour élever leurs enfants, pour vivre, etc. Eh bien, elles vont l'investir ailleurs. Elles vont l'investir dans la société capitaliste. Et alors oui, elles vont gagner de l'argent, mais alors combien vont vraiment gagner de l'argent pour que ce soit confortable pour elles Elles vont gagner une liberté de consommer et encore. Bon, mais c'est pas évidemment je prône pas le reste chez toi avec ton mari qui a un salaire ou quoi que ce soit. Alors, en même temps, ça peut être aussi un choix. Ça peut être un choix de dire bah les 3 premières années de la vie de l'enfant, c'est toi qui bosses et moi bah comme c'est moi qui ai des seins et que bah l'allaitement c'est important pour la construction le développement physique, psychique, affectif de l'enfant, bah je vais prendre en charge ce moment-là et puis après ce sera moi qui ira travailler parce que enfin toutes les tout est possible. Enfin bon, je sais plus trop je sais plus trop quelle était ta question, Jean-Guillaume, mais en tout cas, il y a un point aveugle sur la remise en cause de la structure même de notre société. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à envisager. Les choses, c'est comme ça, on peut pas les changer. Et puis si tu te permets de critiquer ça, en fait, en plus, t'es même pas critiqué sur des arguments justes, quoi. On te dit que bah t'es un primitiviste qui prône le retour à la nature, tu vois, des choses comme ça, et c'est pas du tout ça. Mais on prône un tout autre système d'organisation collective, sociale,
Et, c'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, ce serait totalement contradictoire de proposer des modèles sociaux nouveaux, parce que nous, ce qu'on propose, c'est que les gens s'emparent de leur liberté, que la priorité pour eux, ce soit leur corps, des interactions joyeuses qui font du bien entre les corps et qui construisent ça ensemble. Bon, c'est pour ça aussi que j'aime bien les modèles sociaux de comment dire, qui sont voilà des organisations sociales, pardon, collectives à petite échelle. Je supporte pas l'hypercentralisation de l'État. Enfin, c'est quelque chose que je trouve incompatible. En fait, c'est quelque chose qui nous oblige à une gestion industrielle des individus. De la même manière qu'on gère industriellement la production des biens et de la nourriture, etc., on gère industriellement la production des individus et de la masse collective qui va servir à reproduire ce système-là. L'école est une industrie. J'espère qu'on Ça aura. reste non, c'est pas de l'idéalisme justement. Non. En fait, non, c'est si je proposais un modèle figé que ce serait de l'idéalisme, mais ce serait totalement contradictoire avec ce à quoi j'encourage les gens, ça veut dire s'emparer de leur liberté. Euh, si c'était un modèle figé que ce serait de l'idéalisme. C'est précisément parce que c'est à construire au jour le jour, dans le concret, que c'est du voilà, que c'est pas c'est du concret de chez concret, voilà. Mais bon, le pas et moi j'ai pas de solution. J'ai pas de solution toute faite et la seule chose que je puisse faire, c'est d'inviter les gens à aller voir, à s'inspirer des modèles divers et variés d'organisations sociales qui soient respectueuses des liens entre les gens et du vivant. Il y en a plein, il y a plein d'expérimentations de ce genre-là. Je peux pas faire. Oui. Peut-être qu'on est à l'aube de quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'est pas du primitivisme, qui est autre chose qu'on n'a jamais inventé, qui est à inventer, qui est à créer. Tout à fait, tout à fait. Mais en allant piocher dans des expériences qui ont réussi. Il y a des choses qui marchent, on le voit. Et dans la gestion actuelle de la crise, encore une fois, c'est le lien social qui en prend un coup. Hein, voilà. Enfin, moi, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Je trouve que analyser ce qui se passe alors qu'on est en plein dedans, c'est pas une bonne idée. Mais moi, je comprends pas pourquoi le gouvernement n'injecte pas immédiatement 10 milliards dans la santé, ne fabrique pas des hôpitaux et des des respirateurs et choses de ce genre-là. Et non, ce qu'on décide, c'est de confiner les gens. Et puis ce qui nous pend en nez à l'avenir, c'est le confinement intermittent comme mode de vie et comme mode relationnel. Enfin, c'est assez flippant quand même. Voilà, donc on continue d'être dans le contrôle social. Dans le contrôle social et dans la gestion industrielle. Et parfois, la vie est faite de surprises et on a vu des religions établies s'effondrer rapidement. On ne connaît pas l'avenir. Certaines se sont cassées la gueule, ont vu leurs églises se vider. Elles restent, hein, mais elles n'ont plus forcément la même force. Je pense que ça pourrait être ouvrir à d'autres débats. Je sais pas, mais l'idée de religion est intéressante. Hein. L'idée de religion est intéressante, effectivement. Il y a Thierry Pardo qui compare le système éducatif français, le système éducatif en général à une religion. Mais je pense qu'on peut dire la même chose de toute notre organisation sociale. Hein. Oui. C'est toi qui l'ai dit, aussi, hein, donc. Voilà, au nom du pire. Voilà. Et j'ai pas le choix. Enfin, il y a presque une forme de croyance qui s'exprime là-dedans. Enfin, on est convaincu que c'est dans la nature humaine, en fait.
enfin, je sais pas, on en a parlé d'Olivier Morel tout à l'heure, peut-être. Non, je me rappelle plus très bien. Non, là-bas, Mais On en a discuté on a, en off avant de démarrer, oui. ouais, on a le modèle social, on a la conception de l'être humain qui correspond au modèle social qu'on s'est choisi ou pas. Enfin, je pense que ce sont des contingences matérielles, socio-économiques, etc. Mais on a clairement la conception de l'humain qui va avec. Et on considère que la nature humaine est mauvaise, qu'elle doit être éduquée, qu'elle doit être comment dire, disciplinée, etc., etc. L'ego c'est mal, le mal en nous, les émotions c'est mal. Ça fait pas longtemps qu'on comprend que à quel point toutes ces choses-là sont importantes. Euh, Mais voilà. Olivier Morel, pourquoi j'en parlais? À cause de son bouquin Oui, la nature humaine est bonne. Voilà, où il nous explique comment, en fait, enfin, ce que je viens de dire, hein, comment on a la conception de l'humain, c'est-à-dire la conception de l'enfance, c'est-à-dire la conception de l'humain, qui colle à notre modèle social finalement. Ouais. Voilà. Et qui fait remonter, qui pose une hypothèse très intéressante. Moi, je souscris pas mal sur l'origine de la violence éducative, hein, qui fait remonter au moment du néolithique. Et le moment néolithique, c'est le point de départ de nos civilisations actuelles finalement. Ouais. Voilà, Oui. où la modalité, les rapports des corps sont totalement reconfigurés, et principalement les rapports entre le corps maternel et le corps du bébé. Là, pareil, j'en parle souvent, j'en ai parlé aussi dans l'article qu'on a évoqué tout à l'heure en off avec toi, une interview à laquelle j'ai répondu, pas justement pour le site Le Partage, qui est en lien avec Deep Green Resistance France, où je cite Sarah Blaffer-Hardy, donc qui parle de ce moment-là, ce moment néolithique, comme de la première crise néonatale, où les enfants et les femmes et les mères ont été séparés, et qui postule, enfin Olivier Morel postule donc avec Sarah Blaffer-Hardy ce moment-là comme l'origine enfin les débuts de la violence éducative en fait. Ok. Voilà. Bah ouais. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ouais, merci. Je rappelle, je vais juste mettre les liens pour ceux qui verront la vidéo de ton site, parce qu'il y a deux sites. Il y en a un où qui s'appelle le Gai Savoir, qui est plutôt la référence à ton côté philosophique, et l'autre c'est le site du Être Myriadis, où on peut retrouver tous les livres que tu publies. C'est une vraie mine d'or. Je remontre un petit paquet de ce que j'ai, voilà, et j'en oublie d'autres parce que je pense que j'en ai d'autres que j'ai prêtés. Moi, depuis plusieurs années, je me régale à les lire. Il y a Le Prix qui est passionnant. C'est Mélissa Oui, Plavie. mais il y a différents, effectivement, il y a les axes plus maternage et il y a les axes plus généraux éducation, et on a quand même effectivement quelques grosses références comme le bouquin de Yves Bonnardel sur la domination adulte, oppression des mineurs, le livre de Jean-Pierre Lepris, les livres de Jean-Pierre Lepris, et puis alors tous ces gens-là, on les a contactés. On a Elfie Reboulot qui viendra là. Oui, Elfie, Lagis, Evelyne Metzter, mon enfant, mon égal, Mélissa Plavie, qui est vraiment, enfin, et un des bouquins, oui. Vas-y. Non, je disais, enfin, qui met vraiment le lien, qui fait vraiment le lien entre l'écologie et le unschooling. Et alors, on va recevoir demain Marion Querc, qui est la réalisatrice d'un documentaire qui est passionnant, qui s'appelle Même qu'on est imbattable, 18h30. Il est génial ce documentaire. Il répondait pour moi à un manque dans les documentaires sur cette question-là de la maltraitance. Parce qu'il apporte. Vas-y. Il apporte une observation aussi avec l'histoire de la Suède, et il montre un autre pays comme angle de vue face à ces violences éducatives ordinaires. On en parlera demain. Oui. Ce documentaire, il est génial.
Et moi, je l'ai vu, je l'ai fait venir à une journée de la parentalité que j'ai organisée. Je me lasse pas de le voir. Voilà, il est très émouvant et il redonne de l'espoir parce qu'effectivement, quand on voit comment la Suède a pu changer les choses dans l'espace de 2 générations, quoi, on se dit que c'est possible, hein. Voilà. Mais là, il y a d'autres. Là, il y a les défenseurs de est-ce qu'une loi ça marche et ceux qui disent ah mais non. Enfin, c'est passionnant. Marion vous en parlera très très bien. Ouais, on pourra en discuter avec elle. Et puis, et samedi, on aura Daniel Favre à 18h30, qui est un chercheur en neurosciences et sciences de l'éducation, qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a commencé par traiter de violence, et puis qui a abouti à des questions de comment sortir du dogmatisme. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un de passionnant à écouter. Et ben merci en tout cas. Ben, merci à vous. Voilà. Désolée pour voilà. les cafouillages, s'il en Oui, est. Il en est sûrement plein. C'est du direct et ça fait partie de l'intérêt Ouais. du direct. Ophélie, c'est merci Ouais. bon beaucoup. pour toi? Oui, Tu je veux dire voulais quelque chose? rajouter juste que dimanche, on recevra aussi Sandra Lankhorst, qui est la directrice de l'école Skole, une école démocratique Sudbury, et on abordera du coup ces questions d'apprentissage autonome, mais au regard de l'école et de l'évolution du coup donc de ces enfants qui arrivent dans ces écoles et qu'est-ce qu'il en advient. Et Voilà. puis merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur le direct et qui ont posé des questions, qui ont mis des remarques. On ne fait pas tout passer, mais on peut les retrouver après. Merci. À bientôt, à demain. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.